À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Hugues Vaillancourt. Hugues est conseiller en éthique au Bureau d'éthique appliquée du Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval. Il a une formation de diététiste nutritionniste et une maîtrise de recherche en nutrition et une maîtrise professionnelle en éthique clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a assumé précédemment des fonctions de conseiller en éthique au ministère de la Santé et des Services sociaux, avec notamment une implication de premier plan en lien avec l'application et l'évolution de la loi concernant les soins de la fin de vie. Durant l'émission, nous abordons une tonne de sujets. La nutrition des personnes en soins de santé prolongés, la fin de vie par l'arrêt de nutrition ou de soins, l'aide médicale à mourir pour les adultes et les enfants. Nous abordons également le travail de nutritionniste d'un point de vue plus large que le simple apport en nutriments. Bref, nous faisons un tour d'horizon extrêmement large des questions liées à la nutrition. Bonne émission. Alors, bonjour Hugues, merci beaucoup d'être avec nous à Parlons éthique. Bonjour Romane, bonjour Kevin. Très enchanté d'être là. Ben, pareillement. Alors, on est très heureux de te revoir, de te voir. On s'est rencontrés une première fois, mais c'est la première fois que tu es dans le podcast avec nous. On est très heureux de te voir aujourd'hui parce qu'on va discuter d'éthique et de nutrition. C'est un thème qui peut surprendre au premier abord. On va mentionner d'emblée que c'est quelque chose sur lequel tu travailles quotidiennement parce que tu es conseiller en éthique au CHU de Québec. Comment est-ce que tu as été amené à t'intéresser justement aux enjeux éthiques de la nutrition? C'est pas quelque chose auquel on pense spontanément, même en tant que philosophe, je dirais. Je viens de la recherche en santé où j'ai découvert l'éthique. En fait, je suis pas tombé dans la marmite de l'éthique immédiatement au début de mes études comme vous deux, mais c'est venu plus tard un tout petit peu quand j'ai eu à me poser des questions notamment sur pourquoi on se permet de dire en tant que professionnel de la santé aux patients quoi faire, quoi manger. Où est notre légitimité quand on leur dit quoi faire avec leur vie finalement pour des motifs de santé. Puis avec des questions aussi simples que ça, j'en suis venu à chercher un fondement, on pourrait dire un fondement moral, ailleurs que seulement dans les données scientifiques. Et petit à petit, ça m'a mené à découvrir que ça existait l'éthique. Puis en plus que il y avait un travail qui existait dans le réseau de la santé, dans les établissements, qui était le travail d'être un conseiller en éthique. C'est ce que je suis aujourd'hui, après être passé par un diplôme d'études en éthique clinique du côté de l'Université de Montréal. Donc, je pense que le parcours explique vraiment comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet-là. Mais en même temps, quand j'ai fait ma formation en éthique, c'était pas ça spécifiquement que je visais. Ce que je venais chercher, en fait, c'est une vision un petit peu plus large sur la santé, ce que je pourrais qualifier aujourd'hui là, d'une incursion dans le domaine de la philosophie de la santé et de la médecine. Je voulais toucher à d'autres sujets que la nutrition. Je voulais me permettre d'aller jouer dans ces autres sphères-là. C'est ce que je fais dans mon travail aujourd'hui. Je suis pas confiné seulement à l'éthique dans le domaine de la nutrition. Mais veux pas, comme j'étais passé par ces programmes-là en nutrition, j'ai été en mesure de constater que le sujet n'avait pas été beaucoup creusé. Que quand on regarde la littérature scientifique et qu'on voit qu'on parle d'éthique dans la pratique professionnelle des diététistes nutritionnistes, on se limite beaucoup à la déontologie. On parle d'enjeux d'intégrité, de réputation de l'ordre professionnel, de comment les professionnels de la nutrition devraient respecter, honorer ce qui est inscrit au sein de leur code de déontologie, puis quand est-ce qu'on est capable de déterminer qu'il y a une transgression ou une faute. Mais pour moi, il y avait matière à réflexion parce qu'il y avait plus que seulement l'éthique déontologique pour les nutritionnistes. Il y avait aussi une perspective, une réflexion éthique à avoir sur la nutrition en général en tant que sujet. C'est très intéressant, puis c'est plein de pistes pour des thèmes justement qu'on va explorer au cours du podcast. C'est intéressant comme tu le mentionnais, en fait, la nutrition, c'est pas beaucoup abordé en éthique, puis peut-être mon impression, c'est que spontanément, c'est que c'est manger, c'est quelque chose qu'on considère de très banal, sur lequel on se pose assez peu de questions au quotidien. On imagine que c'est plus une fonctionnalité. Donc, je suis un peu surprise de savoir sous quels angles est-ce que ça suscite des questionnements éthiques puis des questionnements bioéthiques aussi, ou des questionnements dans l'éthique de la médecine. Comment c'est considéré la nutrition, peut-être en éthique de la médecine? Je ne sais pas si c'est une question qui t'inspire. Oui, mais c'est une question intéressante parce que, comme je disais, quand on consulte des écrits, du moins moi, quand j'ai voulu
commencé à consulter des écrits sur l'éthique dans le domaine de la nutrition, évidemment, c'est incontournable. On retrouve souvent la théorie, l'approche de Beauchamp et Childress du principlisme. On vient coller les 4 principes classiques de la bioéthique que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance puis la justice. Puis là, on vient un peu bricoler autour de ça parce qu'on se dit, bon, on vient plaquer une grille de lecture éthique sur la nutrition comme on le ferait avec d'autres domaines de la médecine. Puis bon, ça va marcher. Ça me donnait déjà quelques pistes de réflexion en éthique. C'est vrai que ça marche dans une certaine mesure. Là. Ça nous permet déjà d'explorer le terrain. Mais il reste qu'à mon sens, il y a beaucoup d'autres choses à explorer. Puis déjà, quand on se tourne vers les premiers cas qui ont été portés en cours aux États-Unis concernant des questions fondamentales là, d'éthique médicale ou d'éthique biomédicale, on se rend compte assez vite que dans ces premiers cas-là, on avait des situations qui étaient liées à la nutrition, mais dans la manière d'alimenter des gens de manière artificielle. Donc, concernant la pause ou le retrait de tubes d'alimentation, parce qu'on s'est retrouvé avec des patients dans ce qu'on a qualifié à l'époque d'état végétatif, mais que maintenant on nomme syndrome d'éveil non répondant pour éviter l'aspect péjoratif du mot végétatif, de l'aspect légume, même si on parle de nutrition aujourd'hui. On a changé le terme, mais quand on a eu des patients dans ces états-là d'inconscience, on a commencé à se demander si on pouvait arrêter des traitements aussi parce que le traitement, la technologie existait, on était dans l'obligation de le poursuivre pour le simple bénéfice de poursuivre la vie à tout prix. Puis je dirais, souvent les premières questions étaient autour de l'utilisation de ventilation assistée. Mais ventiler, donner de l'oxygène à quelqu'un, c'est pas la seule chose qu'on doit faire pour maintenir la vie. Il y a aussi l'alimentation. Sous une forme qu'on dit artificielle, qui est soit entérale, parentérale. Entérale veut dire dans le système digestif, puis parentérale veut dire dans le système sanguin. Mais on retrouve là déjà la base de certains questionnements concernant l'éthique de la nutrition. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on part de là, mais il y a un fil conducteur qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette question-là est encore vivante, parce qu'il y a 2 ans, on avait en France la situation de M. Vincent Lambert, qui a été fortement médiatisé et qui était maintenu en vie par un tube d'alimentation. Donc, même si ça fait 50 ans qu'on traîne cette question-là, puis qu'on avait déjà des bons éléments de réponse dans les années 70, principalement aux États-Unis, c'est encore sujet à controverse. Ça s'est poursuivi jusque dans les années récentes. Puis aujourd'hui, je crois que ça se manifeste aussi dans d'autres situations cliniques, dans d'autres situations de soins qui sont très particulières, où on se questionne sur où est-ce qu'on arrête d'alimenter, où est-ce qu'on est en train d'en faire trop, où est-ce que ça devient un fardeau d'alimenter quelqu'un. Puis ces questions-là existe depuis longtemps par rapport à des traitements médicaux. On s'est questionné, par exemple, quand est-ce qu'on arrête de donner une chimiothérapie parce que la condition du patient ne permet plus aucun espoir possible. À partir de quand on commence des soins palliatifs. Le discours sur les soins palliatifs est grandissant d'ailleurs. Mais à la traîne de ces sujets-là, les questions liées à l'alimentation sont tout aussi pertinentes puis deviennent de plus en plus manifestes, à mon sens. Si je comprends bien, en fait, on s'est rendu compte que la nutrition pouvait être comme une forme de traitement ou de médication. Donc, à partir du moment où les patients doivent avoir le droit de refuser les traitements s'ils le souhaitent, ça devient difficile de leur refuser d'arrêter de se nourrir, même si, en tant que médecin, j'imagine qu'on a une réticence à accepter ce genre de demande, en fait. Puis, tu faisais le lien avec des débats très, très contemporains. Ce que tu nous décris, il nous semble, en fait, que des questions de nutrition, ça peut carrément toucher à la légitimité de l'aide à mourir, il me semble, dans ce que tu décris. Si on autorise, par exemple, un patient à arrêter de se nourrir. Est-ce que tu pourrais explorer, peut-être, nous dire un peu, j'imagine que ce lien-là a été fait dans la littérature, est-ce que tu pourrais peut-être l'explorer avec nous? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pour ça aussi que dans l'ancien lexique, quand on arrêtait des traitements, on parlait d'euthanasie passive. Aujourd'hui, cette expression-là est plus tellement d'actualité, mais le fait d'éviter de donner des traitements, se retenir à donner un traitement ou d'en retirer un qui était jugé essentiel pour le maintien de la vie, on parlait d'euthanasie passive. On s'est questionné à un certain moment,
est-ce que ça peut être acceptable? Est-ce que c'est une forme d'euthanasie qui peut être acceptable parce qu'elle est passive, comparativement à une euthanasie active qu'aujourd'hui, on nomme plus simplement euthanasie, puis ici au Québec, au Canada, ça s'incarne dans une pratique à laquelle on a donné un autre nom qui est l'aide médicale à mourir, que certains qualifient d'exercice linguistique euphémisant, mais j'entre pas dans ce débat-là aujourd'hui. Mais effectivement, ce que tu disais dans ta question, c'est une piste de réflexion qui est vraiment intéressante parce que dès le départ, concernant les traitements nutritionnels, il y avait une certaine incertitude parce que quand tu disais, ben, c'est comme un médicament, c'est comme un traitement, cet enjeu-là était pas clair parce que dès le départ, on a associé l'alimentation artificielle pas tant aux moyens techniques, aux moyens médicaux qu'on avait à utiliser pour pouvoir le fournir aux patients, mais on l'associe vraiment comme étant un prolongement d'une alimentation qui est un soin de base, qu'on pourrait dire, ou qui est une activité de la vie quotidienne qu'on accomplit tous de manière autonome. Donc, à partir du moment qu'on le conçoit comme un prolongement d'une alimentation que des gens en santé ou qui ont toute leur autonomie font quotidiennement, ben là, la démarcation est pas sûre entre à savoir si c'est un soin de base ou c'est un soin médical. Ça a été au cœur des premières controverses, en fait. Quand on pense il y a plusieurs cas aux États-Unis là, dans les années 80 qui ont lieu, qui ont été portés en cours sur la question. Et ça me fait penser notamment au cas de Mme Claire Conroy, pour qui son neveu était son seul membre de la famille qui pouvait la représenter parce qu'elle était devenue inapte, elle n'avait plus la capacité d'exprimer ses volontés. Et puis, en cours de première instance, la demande du neveu de cesser l'alimentation artificielle pour sa tante a été acceptée. Mais ensuite, rapidement, la cause a été portée en instance supérieure, donc en cours d'appel. Malheureusement, dans le processus, la patiente est décédée d'autres causes qui n'étaient pas en lien avec le retrait de son alimentation artificielle. Mais la cause a suivi son cours, même si la patiente était décédée, parce qu'on jugeait qu'il y avait un intérêt à explorer cette question-là. Puis ce que je trouve intéressant particulièrement, je suis pas un avocat de formation, hein, donc je regarde le droit avec un point de vue de néophyte, mais surtout avec un point de vue je pourrais dire, d'intérêt philosophique là, ou éthique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cours d'appel, soudainement, on est venu dire, ben, on n'est pas certain vraiment qu'on peut retirer l'alimentation et qu'on peut poser sur ce soin-là la même grille de lecture que les autres traitements médicaux. Ça donnait l'impression soudainement que si on arrêtait l'alimentation, c'était pas laisser la mort naturelle survenir, que c'était au contraire vraiment provoquer la mort parce que on avait omis de donner un soin de base qui est essentiel à la vie. Donc là, immédiatement, il y avait un certain doute qui était émis par la Cour d'appel. Puis, troisième étape de cette histoire rocambolesque, c'est que la cause a été portée en Cour suprême et la Cour suprême a renversé ce que la Cour d'appel avait dit. Ce qui veut dire que l'intérêt ici du jugement en Cour d'appel n'est pas demeuré dans le temps parce que la décision a été renversée rapidement, mais je trouve quand même l'hésitation de la Cour d'appel intéressante dans ce cas-là parce que on a émis des doutes. Puis les doutes étaient émis notamment sur la foi d'une décision qui datait d'environ une dizaine d'années avant elle, qui était un des cas fondateurs là, en matière de bioéthique, qui est le cas de Karen Ann Quinlan. Puis le cas de Karen Ann Quinlan portait surtout sur le retrait d'un ventilateur, donc d'une machine de ventilation assistée. Et puis, à partir de ce moment-là, on avait établi qu'on pouvait arrêter un traitement. Ça a été la cause là, qui a clarifié que arrêter un traitement médical, c'était laisser la mort naturelle survenir et que c'était pas un acte homicidaire, finalement. Donc, quand on est arrivé au cas Conroy, ben, on se rapportait beaucoup au cas Quinlan. Et c'est là l'hésitation qu'il y a eu en cours d'appel parce que on a dit, ben, on n'est pas sûr, dans le cas actuel de Mme Conroy, qu'on peut vraiment associer l'alimentation à la décision qui avait été prise pour le ventilateur pour Mme Quinlan. Donc, il y a eu une petite hésitation là.
Mais il y a eu plusieurs autres cas par la suite, là, jusqu'au cas de Nancy Cruzan à la fin des années 80, début 90, où on est revenu sur la question, on l'a creusé de différentes manières, puis on en est venu vraiment à clarifier que dans ce format-là, quand l'alimentation prend une forme artificielle comme ça, avec des tubes d'alimentation, puis avec une supervision médicale aussi qui est nécessaire, que le fait de consentir ou de refuser ce traitement-là était très comparable à n'importe quel autre soin médical, ce qui veut dire que les patients avaient un droit de décider pour eux-mêmes ce qu'on faisait avec leur état de santé, puis avec leurs conditions médicales. Lorsqu'on parle de cas qui vont en cours, souvent les détails sont très, très importants. Et il me semble qu'il y a une espèce de peut-être des questions qu'on pourrait peut-être creuser un peu, la différence entre arrêter de nourrir quelqu'un à la cuillère, par exemple, où on semble offrir plus un soin qui ressemble à la vie de tous les jours, dont on aide quelqu'un à manger, et le fait d'être intubé, par exemple. Donc, on dirait que intubé, ça ressemble plus à un processus médical, l'autre plus à un processus de soins. Donc, j'imagine que ces détails-là ont peut-être une importance, justement, par rapport à ces questions-là. Oui, c'est un bon point, parce que même quand je disais qu'on trace le fil un peu au début des années 70, puis ça se poursuit jusqu'à nos jours, en fait, il y a un cas de cours que je trouve absolument fascinant, puis on peut, je ne sais pas si on peut dire qu'on est chanceux, mais parce que ça a eu lieu en Colombie-Britannique au Canada en 2015, donc ça fait pas tellement longtemps. Et ça concernait quelqu'un justement qu'on alimentait par la bouche. Et on a eu à nouveau à se poser la question, mais l'alimentation, est-ce que c'est un soin de base qu'on est obligé de faire parce que par humanité? Tout simplement, parce qu'on ne pourrait pas laisser quelqu'un seul dans une chambre à elle-même alors qu'elle n'est pas capable de se nourrir, pas capable de se mobiliser, pas capable de se laver. Il y a un certain questionnement au niveau de qu'est-ce qu'on fait pour protéger les plus vulnérables dans notre société. Aussi, finalement, l'alimentation, même par la bouche, correspond encore à un soin, surtout quand elle doit encore être donnée par un professionnel de la santé ou un préposé aux bénéficiaires, par exemple. Et ce cas-là est vraiment particulièrement intéressant parce que ça ramène cette tension-là et soudainement, ça fait pencher la balance de l'autre côté. Ça fait pencher la balance du côté du fait que l'alimentation par la bouche est plutôt un soin de base, même s'il mérite une certaine assistance. Puis je peux vous résumer le cas rapidement. C'était une dame qui souffrait d'Alzheimer et qui avait écrit ses directives anticipées de soins, qu'on appelle aussi la planification préalable des soins ou un testament biologique. Elle les avait écrits dans les années 90. Puis dans ces consignes-là, elle disait notamment qu'elle ne voudrait pas être maintenue en vie par des mesures extraordinaires ou des mesures héroïques, qu'elle ne souhaitait pas d'alimentation, pas d'hydratation non plus. Donc, quand sa maladie d'Alzheimer a progressé puis qu'elle a dû être hébergée, à ce moment-là, elle n'avait plus la capacité de décider. Puis, de la manière que ça fonctionne dans les soins, c'est que justement, on rédige des consignes préalables pour qu'ils puissent être valides puis qu'ils puissent parler en notre nom quand on sera plus capable de s'exprimer nous-mêmes sur les décisions de soins. Et puis, elle était dans l'équivalent d'un CHSLD au Québec, là, dans un centre d'hébergement. Et puis, aux environs de 2014, il me semble, la famille, en fait, se rappelait de ce que la dame en question, je pense que je ne vous l'ai pas encore mentionné, elle se nomme Madame Margot Bentley. Donc, les proches de Madame Bentley étaient au courant du contenu de ces directives médicales anticipées. Ils voyaient que dans le centre d'hébergement, on amenait des cabarets à la patiente, puis qu'on l'aidait même à porter les aliments à sa bouche, parce qu'elle était dans une perte d'autonomie, puis elle n'avait pas la capacité d'accomplir elle-même l'acte de se nourrir de manière autonome. Mais la famille trouvait la situation un peu aberrante parce qu'eux se disaient, notre mère est dans une phase très avancée de la démence d'Alzheimer, elle n'a plus de qualité de vie, puis elle demandait à ce qu'on ne la nourrisse plus si elle était dans une situation qui était irrémédiable puis irréversible au niveau de sa santé. Donc, pourquoi vous êtes en train de la nourrir? L'établissement n'était pas d'accord parce qu'eux voyaient là-dedans le fait d'aider quelqu'un à accomplir des besoins de base, en fait, puis des besoins qui étaient élémentaires au maintien de la vie. Donc, la famille a décidé d'aller en cours pour trancher sur cette question-là. Et finalement, le juge a donné raison à l'établissement.
en disant que oui, c'est vrai que la dame avait certaines directives anticipées par rapport au fait de ne pas avoir recours à des mesures héroïques pour la maintenir en vie, dans le cas d'une situation de santé qui était grave puis irréversible comme la sienne. Mais le juge a justement dit, ben, nourrir quelqu'un par la bouche, c'est pas vraiment une mesure héroïque. Quand on tend la cuillère à madame, elle ouvre la bouche, même si elle n'a plus la capacité de décider, il y a un réflexe naturel où elle ouvre la bouche, elle accepte les aliments, puis les préposés n'insistent pas non plus. Ça aurait été autre chose si on avait quelqu'un qui était dans une condition grave, irrémédiable, une maladie à un stade très avancé, mais avec, par exemple, une résistance au niveau de la mâchoire, puis une incapacité à ouvrir la bouche, il aurait fallu le faire physiquement, ce qui aurait représenté une agression, puis ce qui aurait pu causer aussi des effets secondaires, je ne vais pas dire des effets secondaires, mais en fait des impacts néfastes sur la santé ou sur l'intégrité physique de la personne. Là, il y aurait eu une réflexion sur la balance avantage-inconvénient. Mais dans ce cas-ci, madame ouvrait la bouche de manière très spontanée, très naturelle. Et le juge a dit, ben, à ce moment-là, c'est un consentement implicite pour un besoin de base qui ne comporte pas beaucoup d'inconvénients, puis qui assure à la dame aussi un certain confort, parce que même en n'ayant pas de capacité de décider, ben, elle semblait prendre un certain plaisir à se nourrir. Elle exprimait des choses dans son état immédiat, puis pour lequel le juge a accordé beaucoup d'importance. Puis il a dit, ben, non, on ne peut pas vraiment dire qu'on est en train de porter atteinte à ces directives anticipées. Puis ce que je trouve intéressant dans ce cas-là qui s'est produit en 2015 en Colombie-Britannique, c'est qu'on retrouve des échos à plusieurs choses, notamment qu'au Québec, on est depuis 2-3 ans dans une réflexion sur l'application de directives anticipées à l'aide médicale à mourir. Je fais le lien avec un élément de la question de Romane de tout à l'heure, où on s'est questionné justement, mais quand la personne sera inapte, on aura une directive qui nous autorise à lui donner l'aide médicale à mourir dans des circonstances qui sont bien établies. Mais qu'est-ce qu'il en est du consentement actuel de la personne? Si on arrive avec les valises d'aide médicale à mourir et qu'on veut donner ce soin-là, mais que la personne semble paniquer ou ne comprend pas ce qui se passe, ou au moment où on veut injecter les substances dans le bras, elle retire son bras. Donc, elle offre une résistance ou un refus. Est-ce que c'est un refus authentique compte tenu de son état d'inaptitude? Ou est-ce que même à quelqu'un qui est inapte, on doit toujours reconnaître une certaine capacité d'opposition ou de refus? Donc, c'est intéressant de voir qu'on avait cette question-là déjà il y a quelques années. On l'avait déjà il y a quelques années dans d'autres pays qui ont légiféré il y a longtemps sur la question de l'aide médicale à mourir par directive anticipée. Mais on l'avait dans un cas comme ça de demande d'arrêt d'alimentation dans une directive anticipée avec le cas de Mme Bentley. C'est vraiment passionnant ces cas-là, parce que ça soulève en effet la question de la crédibilité qu'on donne aux personnes qui ne rentrent plus dans nos critères de rationalité et qui doivent prendre des décisions. Puis la très difficile question de à qui est-ce qu'on est fidèle en tant que soignant ou soignante quand il s'agit d'administrer des soins. Est-ce qu'on est fidèle à la personne qui, avant qu'elle ne soit profondément atteinte mentalement dans ce cas-là par sa maladie, ou est-ce qu'on est fidèle au patient qu'on a ou à la patiente qu'on a droit devant nous? Donc, des questions cruciales. On ne te demandera pas de trouver la réponse là tout de suite, évidemment. Mais une autre question intéressante qui apparaît dans ces cas-là, puis le lien aussi avec l'aide médicale à mourir, on sait que c'est une question qui serait plus par rapport à l'idée de paternalisme, en fait, qui m'est venue en tête. On sait que pendant longtemps, au 20e siècle, on considérait que les soignants avaient, je vulgarise très vite, là, mais un peu d'office raison dans leurs décisions sur les traitements administrés aux patients et aux patientes. Donc, ils savaient mieux que les patients et patientes ce qui était bon pour eux et elles. Et ça faisait en sorte qu'il y a eu plusieurs cas, disons, éthiquement très douteux, par exemple, de médecins qui choisissaient de ne pas dire aux patients qui étaient atteints d'une maladie grave parce qu'ils avaient décidé que c'était mieux pour les patients qui ne soient pas au courant tout de suite, etc. Puis, il y a eu une certaine évolution quand même depuis, disons, les années 50, si on imagine un moment où le paternalisme médical était peut-être plus présent. Puis, on doit se rappeler, spontanément, enfin, il me semble, d'un point de vue extérieur, que les soignants et soignantes doivent garder en tête l'idée que bien, les patients et patientes
ont un mot à dire sur les traitements à recevoir, mais là, la question du paternalisme ne se pose plus uniquement pour les traitements à recevoir, mais aussi les soins de base. Donc, le fait de nourrir, mais on pense, bon, tu as mentionné l'idée de l'oxygène, de la ventilation tout à l'heure, qui est comme un petit peu moins un traitement. Donc, c'est... Ma question était moins pas formulée au début de mon intervention, mais oui, comment, en fait, quelle autorité on devrait donner aux soignants ou aux soignantes pour décider de donner des soins de base aux patients si ces personnes-là les refusent? Oui, en effet, c'est une question qui m'interpelle beaucoup, que je trouve super intéressante à explorer en matière de nutrition, parce que si on étire le cadre, puis on parle pas juste de la nutrition sur son mode médical ou dans une perspective d'objectifs thérapeutiques, mais là, on parle beaucoup de la prévention en matière de santé, puis qu'est-ce qu'on se permet de dire ou à quel point on se permet de jouer du coude, en fait, avec les personnes pour des questions de prévention de maladies qui sont très importantes, là. Je dénigre pas, je dévalorise pas ces efforts-là qui sont très nobles, mais ça pose quand même la question à quel prix, puis est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui émergent de ça? Est-ce que, par exemple, quand on émet des recommandations alimentaires, on est en train de procéder à une médicalisation un peu de la vie quotidienne, puis dans le domaine de la nutrition, depuis quelques années, il y a le mot de nutritionnisme qui sort de plus en plus pour justement trouver un mot analogue à la médicalisation, mais appliqué au domaine de l'alimentation en disant, ben, dans l'alimentation, il n'y a pas que des enjeux de valeur nutritionnelle ou des enjeux liés à la capacité de nourrir le corps. Il y a beaucoup plus dans l'alimentation, que ce soit des aspects identitaires, des enjeux culturels, des enjeux de tradition, des questions économiques, des questions environnementales. Je pense aussi, quand on parlait plutôt des questions éthiques liées à l'alimentation, une qui s'est développée beaucoup, mais qui, à mon sens, est toujours resté un peu en parallèle à ce qui est fait notamment par le travail des professionnels de la nutrition, c'est la question du bien-être animal puis du végétarisme. Parce que quand on l'aborde dans un aspect de science lié à l'alimentation, la tendance est très, très forte de garder du végétarisme ou du véganisme, seulement l'aspect, ben, est-ce que c'est bon pour la santé, oui ou non? Puis on évacue des fois un peu qu'est-ce qui motive à prendre une position comme ça, comme le végétarisme, puis qui est en fait, la plupart du temps, pas une question de santé, mais vraiment plus une question de conviction à l'égard du bien-être animal ou une posture tout simplement antispéciste. D'ailleurs, je pense que vous aviez eu en balado là, une invitée qui avait pu explorer cette question-là beaucoup avec vous, là. Une question pour laquelle je n'estime vraiment pas être un expert, mais qui permet quand même d'explorer certains enjeux éthiques par rapport à l'alimentation. Oui, donc en fait, il pourrait y avoir mis à part les enjeux quand même très graves dont on vient de discuter, il y en a d'autres qui naissent autour de la nutrition donnée dans le contexte de soins médicaux. Par exemple, s'il faut nourrir une personne végane, puis on n'a pas de menu végane dans le centre de soins où la personne est accueillie, puis que la personne elle veut rien manger d'autre que de la nourriture végane. Quelle décision? C'est un cas fictif, puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de centres de soins qui s'adaptent, mais quand même véganes, végétariens. Là. Ou encore, on peut penser à une question, une personne qui a des interdits alimentaires religieux. On pourrait lui proposer un menu parfaitement nutritif, mais qui ne respecte pas ses interdits alimentaires. Donc, considérer que cette personne-là est maltraitée dans ses soins, même si d'un point de vue médical, il n'y a rien à redire sur le traitement. Est-ce qu'il y a des cas, des questions qui se sont posées comme des exemples réels là, qui sont arrivés par rapport à ça ou pas encore? Mais puis si ça arrivait, comment est-ce qu'on devrait approcher ces enjeux-là, selon toi? Mais je pense qu'actuellement, il y a quand même un niveau de conscientisation qui est très fort dans notre réseau par rapport au fait de fournir des accommodements comme ça, notamment quand tu poses la question des accommodements religieux associés à l'alimentation. Mais en même temps, il y a un enjeu dont
on parle seulement peut-être à l'aube de certaines campagnes électorales seulement, puis après ça, on l'oublie pendant 4 ou 5 ans, mais qui est le financement des services alimentaires, parce que on est vraiment en capacité actuellement d'adapter un menu à l'hôpital ou en centre d'hébergement pour quelqu'un qui, par exemple, ne veut pas consommer de viande de porc pour des questions religieuses, ou quelqu'un qui serait vegan. Puis je pense que avec la hausse du véganisme, il va falloir s'attendre durant les 30 à 50 prochaines années à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées en établissement qui soient véganes, ce qui est peut-être chose moins courante actuellement. Donc, on a cette capacité-là d'adaptation, mais quand on considère c'est quoi l'état du financement par rapport à l'alimentation dans nos établissements de santé, ça pose la question, on est capable de le faire, mais est-ce que les patients paient le prix d'une alimentation qui est intéressante au niveau le plus simple, même pas au niveau santé, mais au niveau gustatif, au niveau de ce qu'on appelle la palatabilité. Est-ce que ça fait en sorte que le menu est diversifié quand on a aussi peu de financement, puis qu'en plus on vient rajouter à ça une autre restriction, que je dirais entre guillemets, qui est la conviction de la personne par rapport à, comme je disais, soit une religion ou soit au véganisme. Ça, c'est un enjeu qui est vraiment important, dont on parle encore trop peu, en fait, parce que je ne connais pas l'état des chiffres actuels, mais je pense que la dernière fois qu'il y a eu une discussion publique, médiatique sur le sujet, on rappelait que le coût des aliments, par exemple, dans un CHSLD au Québec, par repas, est environ de 2 $ et des poussières. Ce qui veut dire que pour les aliments en soi, pas les coûts liés à la préparation en plus, hein, mais pour les aliments en soi, on peut dire environ 2 $ fois 3 pour les 3 repas. Donc, on en arrive environ à 6 $ en termes de matières premières pour nourrir les personnes. C'est très, très faible. C'est sûr qu'il y a toujours un gain qu'on a par rapport au fait de cuisiner des très gros volumes pour des établissements où il y a plusieurs résidents. Mais reste que si vous faites l'expérience, même chez vous, dans une famille de 4 personnes, à essayer de concocter des repas pour lesquels la nourriture en soi a coûté 2 $ par assiette, par coût de revient par personne, vous allez vous rendre compte assez vite que ça coupe des possibilités. Ça coupe certains fruits, certaines viandes ou certaines coupes de viande qui peuvent créer de la diversité au niveau de l'alimentation. Donc, déjà, ça, c'est un enjeu important. Puis, on est là aussi à la frontière entre est-ce que soudainement on prend l'alimentation comme étant une question purement d'ordre médical? Donc, notre seule préoccupation, notre première préoccupation va être de rencontrer les besoins nutritionnels des personnes. Puis à ce moment-là, on va dire, ben, on a bien fait. On rencontre les besoins nutritionnels, on rencontre un minimum établi en matière d'énergie, de protéines, de vitamines, de minéraux. Puis regarder comment on traite bien nos résidents ou nos patients hospitalisés. Aussi, au contraire, ben, on devrait avoir une compréhension qui est vraiment plus multidisciplinaire par rapport à l'alimentation, puis dire, mais quand on donne de l'alimentation en hébergement, en centre hospitalier, mais c'est pas juste pour rencontrer des besoins nutritionnels, c'est pas juste pour un motif de santé, c'est aussi pour retrouver une certaine source de plaisir ou de réconfort durant leur hébergement, pour les aider à retrouver le moral parce qu'ils sont hospitalisés, puis parce qu'ils sont en train de combattre une infection, puis ont besoin de se rattacher à quelque chose de plus rassurant. Ou de plus personnel, hein, parce que l'alimentation aussi, c'est un domaine où on effectue des choix, où on peut s'affirmer qui on est en disant ben, je préfère tel aliment, j'aime pas tel aliment, ou ça c'est mon mets préféré, par exemple. Donc, est-ce qu'on voit là aussi une possibilité de dire ben, il va falloir mettre plus d'argent pour aussi reconnaître à l'alimentation un statut de source de plaisir, puis source de réconfort. Puis la question me semble encore plus cruciale quand on parle des centres d'hébergement, où on peut même parler aussi des ressources intermédiaires, ressources de type familial, où vivent des personnes qui ont des besoins d'autonomie. Donc, par exemple, des personnes qui ont des paralysies cérébrales ou des déficiences intellectuelles, par exemple, moyennes, donc qui ont un certain degré d'autonomie, mais ont quand même besoin d'aide au quotidien, puis vivent dans des petits milieux où ils sont environ, je sais pas, 5 à 8 résidents. Donc, ça a plus souvent l'apparence d'une maison. Et puis, c'est des endroits où les gens ont quand même s'ils ont besoin d'un soutien, puis même si l'encadrement de soins de santé est jamais loin,
ils ont quand même besoin aussi de s'affirmer dans leur milieu de vie comme nous, on s'affirme chez nous. Ce qui veut dire qu'une certaine intimité, puis une certaine sphère où ils sont libres de faire des choix de vie personnelle qui leur permettent d'avoir une certaine qualité de vie, dont des choix alimentaires. Donc, ça prend de l'importance là aussi de dire est-ce qu'on investit davantage pour reconnaître l'alimentation pour ce que c'est, puis ce que c'est pas seulement une question d'ordre biologique ou d'ordre médical. Avec les exemples que tu donnais là, de plaisir, d'affirmer son identité, de faire des choix, d'autonomie, on parle de questions qui sont reliées, entre autres, à la question de la dignité de la personne. Et là, bon, on a la dignité par rapport au choix de nourriture qu'on fait, mais si on revient peut-être un peu plus là, spécifique sur la question qui nous animait au départ, en quoi le fait, par exemple, d'arrêter de manger donnerait une forme de dignité à la personne. Donc, dignité dans les choix de nourriture, mais dignité dans l'arrêt de la nutrition ou du fait de manger. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect-là de la dignité, du fait d'arrêter de manger, de choisir soi-même, de dire « je choisis d'arrêter d'avoir ces soins-là de nourriture ». Avant de te laisser répondre, là, j'ajouterais même qu'on peut se poser cette question-là parce qu'il y a des gens, entre guillemets, en parfaite santé ou en tout cas qui n'ont pas spécifiquement de problème de santé qui choisissent d'arrêter de manger. On pense aux personnes qui peuvent, par exemple, faire la grève de la faim pour attirer l'attention sur un enjeu, souvent c'est des enjeux politiques particuliers. Donc, peut-être que l'existence de ces cas-là nous amène peut-être à reconnaître qu'il peut y avoir une forme d'agentivité très forte, puis une forme de dignité très forte à pratiquer ce droit-là d'arrêter de se nourrir. Oui, c'est plusieurs pistes de réflexion intéressantes parce que les premières personnes qui ont refusé d'avoir des tubes d'alimentation, par exemple, c'était une question de dire si je me ramasse dans une situation où j'ai pas d'espoir de rétablissement possible, je ne voudrais pas être une personne qui est maintenue en vie par des machines, ou je ne voudrais pas être maintenue en vie artificiellement par des tubes. C'est une chose quand on traverse un épisode de santé qui est grave, mais pour lequel on a un bon espoir de rétablissement. On se dit, bon, ben, c'est peut-être intolérable cette image-là d'être branché par des machines, mais au moins, suite à ça, on sera remis sur pied. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on retrouvera un état normal. Ça rend la chose un petit peu plus tolérable. Mais pour des gens qui avaient des conditions graves puis savaient que leur état ne pourrait aller qu'en se détériorant, c'est un des éléments qui rentre en ligne de compte pour dire, pour moi, ça serait totalement indigne que j'existe dans ce monde en étant branché ou en étant maintenu en vie par des machines, en étant maintenu en vie par des tubes. Donc, je pense que ça montre que quand les patients ont pris parole pour dire, ben, j'ai le droit à ma liberté, j'ai le droit de m'exprimer sur ce qui m'arrive puis sur les soins qui me sont donnés, ben, c'était un élément qui témoignait du fait qu'ils pensaient qu'il allait avoir une grande perte de dignité si on s'acharnait sur leur situation ou sur leur corps. Il me semble que la question qui vient immédiatement suite à cette réponse-là, c'est bon, les gens ne veulent pas être branchés à des tubes pour être maintenus en vie, mais on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'on laisserait mourir les personnes en ne les nourrissant pas plutôt que d'utiliser l'aide médicale à mourir? On dirait, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu plus digne à ne pas mourir de faim que de mourir dans des conditions qui sont les plus douces possibles. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet aspect-là? Oui, c'est un point qui est vraiment intéressant parce que quand on lit de la littérature sur le sujet en éthique, bon, évidemment, dans le domaine scientifique, il y a beaucoup de littérature en anglais, puis il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis. Puis on se rend compte qu'aux États-Unis, on parle beaucoup d'une pratique en soins palliatifs qui se nomme le Voluntary Stopping Eating and Drinking. Puis il y a beaucoup de débats entourant la légalité, puis disons la moralité d'une pratique où un patient décide unilatéralement de cesser de s'alimenter et de boire comme étant un moyen de soulager des souffrances et un moyen aussi de mettre fin à ses jours. Donc, on se questionne aux États-Unis parce qu'on a plusieurs États où on a adopté des lois concernant le suicide assisté, mais il y en a plusieurs autres où on n'a pas adopté un tel encadrement. Donc là, on a l'impression que soit la personne se suicide, qu'on est en faute parce qu'on ne la sauve pas d'elle-même, ou sinon, on a l'impression que quand le patient se met dans un état comme ça, qu'on continue de l'aider, ben, on collabore un peu à sa décision de se laisser mourir de faim et de soif. Mais on voit que cette question-là se pose aux États-Unis, mais elle se pose pas beaucoup ici.
Puis elle va se poser de moins en moins, à mon sens, parce qu'on a adopté un encadrement concernant l'euthanasie qu'on nomme ici aide médicale à mourir. Puis pour ça, ben, on peut prendre des exemples qui ont eu lieu dans les dernières années. Au Québec, la loi concernant les soins de fin de vie, qui contient des dispositions sur l'aide médicale à mourir, est rentrée en vigueur en décembre 2015. Ben, quelques mois, voire peut-être un an auparavant, je ne suis pas sûr des dates, mais je suis convaincu que c'était avant. Il y a un homme du nom de Pierre Mayence, qui était un Belge d'origine, mais qui habitait au Québec depuis longtemps, qui militait beaucoup pour que l'aide médicale à mourir soit adoptée et qu'il puisse se prévaloir de ce soin-là. Mais sa condition était particulièrement intolérable, ou souffrante pour lui. Et puis, comme on sait, au Québec, la démarche pour adopter l'aide médicale à mourir, ça a été une démarche qui a duré plusieurs années, puis de grandes réflexions, puis un consensus politique, ce qui est très louable, mais qui peut-être s'est fait au détriment de certains patients qui attendaient impatiemment d'avoir accès à un soin de cette nature-là. Puis ce qui est intéressant avec le cas de M. Maillan, c'est que comme il était belge, il aurait très bien pu aussi tenter un retour dans son pays où il aurait été éligible pour ce qu'ils appellent là-bas l'euthanasie. Mais bon, ça aurait été compliqué, puis il est installé ici depuis plusieurs années. Et sa décision dans la situation a été finalement de cesser de manger et de boire. Puis, comme il habitait dans un CHSLD, il me semble, il est même allé en cours pour valider son droit d'arrêter de manger et de boire et que personne ne puisse venir tenter de le sauver à la dernière minute, le renourrir ou qu'on puisse le laisser mourir de ce moyen-là. Puis la Cour a confirmé sa volonté parce que déjà en 1992, au Québec, on avait eu le fameux cas du manoir de la Pointe-Bleue, où quelqu'un avait demandé exactement la même chose, de cesser à manger et de boire, pour qu'on puisse le laisser mourir suite à cette décision-là, et qu'on ne tente pas de le sauver à tout prix, ou du moins qu'on ne tente pas dans les derniers moments où la personne est peut-être un peu confuse, dénutrie, qu'on n'en profite pas de sa vulnérabilité pour renverser sa décision, finalement, ou renverser son effort. Donc, on voit que on a l'exemple concret d'une personne qui a eu recours au même stratagème, entre guillemets, quelques mois, un an avant qu'on adopte l'aide médicale à mourir au Québec. Puis le monsieur en question est effectivement décédé suite à son arrêt d'alimentation et d'hydratation. Puis en même temps, quand on a adopté l'aide médicale à mourir au Québec, on s'est beaucoup vanté, on s'est pété le bretelle à dire qu'on avait une approche qui était très prudente. Parce qu'on n'ouvrait pas de manière très, très large. On avait des critères, puis qu'on allait baliser beaucoup la pratique. Puis bon, cet élément-là est de plus en plus contesté parce qu'on voit que à l'automne 2019, il y a eu un jugement pour dire, ben là, vous êtes trop sévère quand vous demandez, par exemple, le critère de fin de vie. Ou au fédéral, c'est un critère qu'on nomme mort raisonnablement prévisible. Puis on a rendu inopérant ces critères-là en disant, ben ça crée une injustice parmi les patients, puis notamment pour des personnes qui sont souffrants, ont des conditions graves et irrémédiables, mais ne sont peut-être pas dans les derniers moments de leur vie. Puis même quand on utilisait fin de vie, mort raisonnablement prévisible, il n'y avait pas d'interprétation claire sur ce critère-là. On ne parlait pas en termes de mois, on ne parlait pas en termes d'années, on utilisait juste ce vocabulaire-là, puis on laissait l'interprétation aux cliniciens, particulièrement les médecins évaluateurs. Mais bref, dans les premières années, l'application de la loi concernant l'aide médicale à mourir au Québec avait un critère de fin de vie. Et il y avait des patients, justement, qui rencontraient les autres critères, qui auraient aimé se prévaloir de ce soin-là, mais qui ne rencontraient pas les critères de fin de vie. Puis il y a eu un patient dans la région de Sherbrooke, du nom de M. Jean Brault, qui, pour pouvoir rencontrer ce dernier critère-là, a entamé une grève de la faim. Puis arrêter de boire également, à un point tel que sa situation clinique générale s'est tellement détériorée que les médecins qui lui avaient refusé l'aide médicale à mourir hier étaient forcés désormais de dire, ben, sur la voie sur laquelle vous êtes engagé désormais avec votre jeûne, votre jeûne de fin de vie, finalement, a tellement détérioré votre état que j'ai pas le choix de reconnaître que si vous continuez comme ça, vous allez être en fin de vie. Donc maintenant, si je vous réévalue concernant l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, ben là, je suis devant le fait que vous êtes maintenant admissible et c'est quelqu'un qui a reçu l'aide médicale à mourir suite à cette démarche-là qu'il a entamée.
Puis la raison pour laquelle je donne ces exemples-là, ben, c'est que ça montre que maintenant, en faisant tomber les critères de fin de vie, ben, l'aide médicale à mourir est disponible de manière plus large. Puis ça pose exactement la question que tu demandais tout à l'heure, Kevin, à savoir, est-ce que on va en avoir beaucoup à l'avenir des personnes qui vont se laisser mourir de faim et de soif en fin de vie quand on a au Québec l'aide médicale à mourir? Puis c'est une question qui, à mon sens, mérite vraiment de s'y pencher parce qu'effectivement, pour le patient, ça semble préférable de dire, ça revient d'ailleurs sur la question de la dignité dont on parlait plus tôt, mais peut-être que les gens vont trouver beaucoup plus digne d'avoir une mort où ils partent rapidement grâce à un soin comme l'aide médicale à mourir et qui ne se retrouvent pas dans un état où ils doivent passer à travers une souffrance de cesser de se nourrir. Cela dit, bon, on s'entend dans la littérature pour dire que on ne meurt pas de faim, dans le sens qu'on ne souffre pas de la faim. C'est difficile les premières journées, mais suite à ça, il s'installe un certain état qui fait en sorte que les gens n'ont plus vraiment de souffrance associée au fait de ne pas manger. Donc, le plus dur, c'est vraiment les premières journées, semblerait-il. Mais pourquoi passer à travers ces étapes-là ou pourquoi voir son corps se dénutrir, s'affaiblir, passer par des états de très grande vulnérabilité pour enfin pouvoir mourir dans une situation médicale qu'on suppose comme étant grave et intolérable, quand on peut avoir accès à un soin qui s'appelle l'aide médicale à mourir. Du point de vue du patient, effectivement, je pense que le choix semble peut-être évident, à moins peut-être d'avoir des convictions personnelles qui seraient totalement légitimes de dire, ben, pour moi, l'image qu'on m'administre un médicament qui va provoquer ma mort, cette image-là est intolérable parce que moi-même, dans mes convictions personnelles, je l'associe à un homicide, je l'associe à un acte qui est moralement répréhensible. Donc, je pense à ce moment-là, quelqu'un pourrait encore avoir recours à un arrêt d'alimentation, un arrêt d'hydratation pour mettre fin à ses jours. C'est fort possible. Mais là-dedans, je pense qu'on pense beaucoup aux patients. Je pense qu'on a un intérêt aussi à penser beaucoup aux professionnels de la santé. Parce que en matière d'aide médicale à mourir, on se rend compte que même si ça fait maintenant 6-7 ans que l'aide médicale à mourir est possible au Québec, c'est encore difficile de rallier des médecins pour répondre au nombre croissant de demandes d'aide médicale à mourir. Donc, ça rappelle aussi que ce soin-là particulier porte un fardeau vraiment spécial pour les soignants, puis que c'est vraiment pas tous les médecins qui sont prêts à poser ce geste-là, puis même s'il y en a de plus en plus, parce que la pratique devient plus familière, plus routinière, puis aussi on a développé des trucs aussi pour notamment faire du mentorat, du tutorat, pour épauler des médecins à produire cet acte-là, puis à s'y familiariser. Même s'il y en a de plus en plus, il y a aussi une certaine limite à ce qu'on peut demander à un médecin de faire comme nombre d'aides médicales à mourir dans une année, parce qu'il y a un fardeau moral, un fardeau émotionnel qui est vraiment, vraiment immense. Donc, ça fait en sorte que des fois, il y a des patients encore qui demandent l'aide médicale à mourir, puis il y a une espèce de résistance. C'est une résistance du corps médical, une résistance en termes de disponibilité des ressources. Puis quand je dis résistance, j'attribue pas de mauvaise intention à personne. C'est vraiment juste parce que c'est encore une nouvelle pratique, puis c'est encore un geste qui, par définition, est dur à porter. Puis là-dedans, ben là, moi, ça me fait poser la question, ben, est-ce que le geste est moins lourd à porter quand c'est le temps de laisser mourir de faim et de soif quelqu'un? Puis la réponse, je ne l'ai pas, parce que peut-être qu'il y a des situations où la personne est tellement en souffrance qu'on se dit, ben, l'aide médicale à mourir, c'est un geste qui est lourd de sens, mais ça fait du sens pour cette personne-là dans son état. Mais peut-être qu'il y a d'autres situations qui sont plus limites, où on dit, ben oui, la personne se qualifie à l'aide médicale à mourir, ou peut-être qu'elle ne se qualifie pas, elle est limite pour le faire. Mais si elle se laissait mourir de faim et de soif et assumait cette décision-là qu'elle prend pour elle-même, ben, je serais beaucoup plus à l'aise de l'accompagner. Par exemple, quand elle va connaître des souffrances ou qu'elle va être vulnérable, ben, je trouve ça beaucoup plus tolérable pour moi en tant que soignant de l'accompagner dans ces derniers jours ou d'administrer des médicaments qui vont calmer les souffrances ou calmer les douleurs. Puis à ce moment-là, ben, on retombe un peu dans un élément qu'on donnait en début de discussion qui est l'espèce de vieille distinction entre euthanasie active et euthanasie passive. Peut-être que pour les professionnels de la santé, c'est plus tolérable
d'accompagner quelqu'un dans un processus comme ça. Puis peut-être que la réponse est un peu entre les deux. C'est ce qui veut dire qu'il ne faut pas tout miser sur l'aide médicale à mourir parce que ça permettrait aux gens de mourir de manière instantanée, de manière un peu magique, en évitant la dégradation du corps, puis cette espèce de perception-là de perte de dignité. Où il y a encore des situations où se laisser mourir de faim et de soif, quand c'est un acte conscient, réfléchi, rationnel, ben peut-être que c'est une manière de mourir qui est digne aussi, puis qui est digne pour le patient, mais qui est digne pour les professionnels aussi. Parce qu'il y a encore une relation de soins, il y a encore une bienveillance, puis il n'y a pas cette rupture-là que provoque l'aide médicale à mourir où on a vraiment l'impression de provoquer la mort de quelqu'un. C'est peut-être au final un choix qui va se faire selon le patient puis le soignant, puis qui peut se faire aussi en dialogue, d'après ce que tu nous dis, pour que le soignant comme le patient sentent que sa dignité est respectée dans le choix pris par rapport à ça. Et aussi, ça amène à penser à une clientèle, si je peux la nommer comme ça, pour laquelle on parle pas beaucoup encore d'aide médicale à mourir au Québec, mais pour laquelle on sent tranquillement que ça va s'en venir dans les prochaines années, qui se trouve à être les mineurs. Parce que actuellement, quelqu'un qui a en bas de 18 ans ne peut pas avoir l'aide médicale à mourir. Puis une des positions qui est défendue par des médecins qui sont, je ne veux pas dire contre, mais qui sont plus réfractaires à l'idée de donner l'aide médicale à mourir pour des mineurs qui sont dans des situations cliniques complètement dégueulasses, là, qui sont vraiment souffrantes et indignes pour des enfants. Ben, c'est de dire notamment que on peut toujours arrêter une alimentation artificielle. Quand on est dans une situation clinique qui est très complexe, on peut cesser une alimentation artificielle, puis on peut donner des médicaments pour calmer les souffrances d'un enfant en fin de vie. Puis l'enfant va mourir progressivement des conséquences d'un état de dénutrition avancé. Mais on va s'être assuré dans le processus qui ne souffre pas, mais c'est un des arguments qui est avancé pour dire, ben, on n'a pas besoin d'une aide médicale à mourir pour des mineurs. Est-ce qu'un mineur a vraiment une telle conception de sa vie ou de la dignité qui fait en sorte que ça serait préférable pour lui de mourir d'un coup de manière instantanée grâce à un soin comme l'aide médicale à mourir? Actuellement, c'est débattu, mais je pense que le débat pour les enfants a à peu près la même teneur que pour les personnes dans un âge avancé. C'est juste que pour les personnes dans un âge avancé, ben, ils ont été très vocables, puis ils ont pu s'exprimer. Puis on a toute une conception aussi par rapport à ce serait indigne pour moi de perdre tellement mes capacités que je devrais finir mes jours dans un CHSLD ou que j'aurais une grande perte d'autonomie. Donc, je pense que ça l'a milité beaucoup pour ouvrir plus largement l'aide médicale à mourir. Puis, dans cette perspective-là, je pense qu'effectivement, l'arrêt volontaire de boire et manger ne prendra jamais autant de place ici dans notre encadrement législatif qu'il peut en prendre aux États-Unis, là où on se refuse même à l'idée d'adopter un soin de la même nature que l'aide médicale à mourir. Oui, donc en fait, ce que tu nous disais sur le cas de l'aide médicale à mourir pour les mineurs, c'est qu'il y a des médecins qui jugent que c'est même plus digne pour des enfants de cesser la nutrition que d'administrer une aide médicale à mourir, disons, comme pour apporter la distinction que tu faisais tout à l'heure, une euthanasie active. Alors que pour des adultes, on aurait l'impression que c'est l'inverse, ce qui montre que c'est une question difficile. Puis dans ce genre de questions difficiles-là, quand il y a des tabous, parfois, on voit des tensions ou des incohérences dans nos argumentaires. Il me semble qu'on en a une ici là, qui sera évidemment, c'est pas notre but de la résoudre aujourd'hui, mais je voulais quand même la nommer. Sur un peu un autre thème, peut-être comme, disons, la question inverse, on a beaucoup là, parlé justement du cas où une personne souhaiterait arrêter de se nourrir quand médicalement, elle peut continuer de se nourrir artificiellement. Puis là, donc de la difficulté pour le médecin de prendre le patient. Est-ce que c'est légitime que j'empêche mon patient de se nourrir?
Mais on pourrait parler aussi disons, c'est ça, de la question inverse ou parallèle. Si un patient veut consommer ou manger des choses qui sont médicalement répréhensibles. Par exemple, un patient malade qui est en fin de vie qui veut consommer de l'alcool régulièrement. On peut penser aussi à une personne malade en fin de vie qui souhaite consommer du tabac. Ou on peut penser, je ne connais pas tous les cas, toutes les restrictions, mais on peut penser à une personne malade qui souhaite manger des choses très grasses et sucrées, même si elle fait du cholestérol, par exemple. Donc, il y a une recommandation médicale qui serait de garder cette personne-là loin de ces nourritures-là. Mais comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, ben, la nourriture a toutes sortes d'autres avantages autres que médicaux. Puis quand il n'y a pas de possibilité de rémission, on peut se demander est-ce que ça vaut la peine de se priver de ces autres avantages de la consommation de sucre, d'alcool, de gras, quand on n'est plus à un moment où on pense nécessairement justement à vivre en bonne santé pendant très longtemps. Puis on revient un peu à la question que tu évoquais tout à l'heure, justement, du financement, quand tu parlais justement du fait qu'on on n'a peut-être pas les moyens tout le temps au Québec de donner des repas très, très bons, c'est-à-dire bons du point de vue des glucides, carbohydrates, protéines, tout ça, ça va, mais bon au sens du goût ou originaux. Est-ce qu'on devrait justement penser nos soins pour offrir ce genre de nourriture qui ne sont pas nutritives, qui ne sont pas bonnes pour la santé aux patients, étant donné que ça peut être des nourritures qui ont quand même des avantages pour une forme de soin qui ne serait pas que physiologique. Bref, ma question a comme pris de l'ampleur à mesure que je la disais. Mais justement, ouais, si on pouvait parler peut-être du cas inverse d'une personne qui veut consommer quelque chose qu'on devrait lui refuser médicalement. Oui, mais il y a une distinction intéressante à faire entre des contextes ou des encadrements médicaux par rapport à des contextes de vie privée. Parce que quand j'ai fait ma maîtrise en éthique, je me suis intéressé à des patients qui souffraient de déficience intellectuelle qui étaient dans des ressources intermédiaires. Donc, il y a tout un contexte de soins qui fait en sorte qu'on fournit même un soin d'hébergement qu'on appelle. Donc, l'hébergement qu'on leur fournit correspond à un soin qui est adapté à leurs conditions de santé, leurs conditions cliniques. Mais soudainement, cet encadrement-là vient avec beaucoup d'éléments qui sont déjà normés, qui sont déjà médicalisés par défaut. Ce qui veut dire que comme les patients, les résidents ont besoin de plusieurs services, de plusieurs soins pour les aider dans leur autonomie, dans les activités de la vie quotidienne, mais soudainement, on a un droit de regard sur qu'est-ce qu'on met dans les armoires de la ressource intermédiaire, ou par exemple, quel genre d'activité on leur permet de faire dans leur temps libre. Puis on se rend compte dans ces situations-là, du moins quand on fait de l'intervention en éthique clinique, que tout va bien jusqu'à ce que quelque chose aille mal. Dans le sens que ce qu'on met en place permet un encadrement qui est favorable pour ces patients-là, jusqu'à temps qu'il y ait une contestation ou qu'il y ait un refus de la part du patient ou qu'il y ait une insatisfaction qui est manifestée. Puis moi, je me suis intéressé à des cas où l'insatisfaction était manifestée sur la nature des repas qui étaient servis parce que la personne oui, il y avait une déficience intellectuelle, mais avait aussi un risque d'épister, de faire de la dysphagie, ce qui veut dire de s'étouffer avec les aliments parce que le processus de déglutition semblait moins optimal. Donc, ça faisait en sorte on avait immédiatement une mainmise sur, toi au repas, tu mangeras pas la même chose que les autres, où on va changer certains des aliments que tu aimes pour des aliments qui sont plus sécuritaires. Mais des gens qui ont des déficiences intellectuelles, même des déficiences intellectuelles moyennes, oui, sont peut-être jugés inaptes à prendre soin de leur bien ou de leur personne en général. Mais c'est une distinction qu'il faut faire souvent en éthique clinique auprès des professionnels de la santé. Ça suppose pas que la personne est inapte sur tous les soins qu'on va lui donner. Dans le sens que comme on vise à aider ces gens-là dans leur autonomie, il faut continuer à développer l'autonomie de ces personnes-là, même où il en reste un petit peu. On va parler d'autonomie résiduelle. Puis, avec les cas qu'on avait discuté plus tôt, on voit bien que sur des soins ou sur des habitudes qui sont intimement liées à la personne, intimement liées à comment elle prend soin d'elle-même au quotidien, mais les gens peuvent encore exprimer des choses. Ils sont pas capables d'exprimer un consentement très élaboré sur « Ah oui, je comprends que si je mange tel aliment, dû à ma dysphagie, je cours un risque de m'étouffer. Je cours un risque à un bout de
carotte qui tombe dans mon poumon et que là, se développe une infection, parce que ça ferait pas de sens. On demanderait à toute la population d'avoir une compréhension tellement fine des enjeux de santé qu'avoir C'est ça, j'allais dire. Moi-même, je peux pas vraiment faire ces déductions au quotidien. C'est ça. Parce que offrir un consentement valide, ça voudrait dire va faire ta médecine, va faire un bac en nutrition, puis ensuite tu reviendras offrir ton consentement pour ton traitement. C'est pas avoir un consentement en temps utile, on s'entend. Donc, moi, je me suis intéressé à des cas comme ça où la personne, bien sûr qu'elle ne pouvait pas offrir un consentement éclairé. Quand on prend comme critère de consentement éclairé, avoir une compréhension très, très fine des mécanismes physiologiques puis biologiques. Mais la personne était capable d'exprimer un refus. Elle était capable de dire, moi, cet aliment-là, je le veux pas. J'aimerais réavoir l'aliment qu'on me servait avant. Puis, un des cas auxquels je me suis intéressé, c'était vraiment fascinant parce que la ressource était très investi pour aider chacun des résidents, mais notamment aider ce résident-là qui devait maintenant avoir des repas modifiés, à texture modifiée pour sa dysphagie. Et puis, la personne se sentait tellement marginalisée parce qu'elle était la seule qui avait un repas modifié que certains repas, la ressource a modifié les repas de tout le monde pour réduire la marginalisation de cette personne-là. Donc là, finalement, on a un enjeu de justice ou d'équité qui revient au galop en disant à quel point on va imposer une restriction alimentaire à tout le monde dans le simple but d'éviter de marginaliser quelqu'un dû à son état clinique individuel. Donc, ça montre aussi un aspect de l'alimentation qu'on ne ramène pas souvent quand on parle de nutrition au sens médical ou au sens clinique, qui est le lien social qui est associé à l'alimentation. Des fois, on doit peut-être manger autre chose, nous, parce qu'on a une condition particulière ou il y a des motifs médicaux pour le faire, mais en même temps, si ça nous distancie des gens avec qui on mange quotidiennement, des gens avec qui on casse la croûte, on partage un repas, c'est un enjeu qui mérite égale considération, à mon sens. Je ne veux pas dire que c'est un enjeu qui doit prendre plus de considération. Je pourrais avoir, en disant ça, on pourrait donner l'impression que c'est un discours anti-scientifique. C'est vraiment pas le cas, mais c'est tout simplement de remettre la science à la bonne place, ce qui veut dire que c'est une des considérations parmi plusieurs autres au plan identitaire, culturel ou social. Ces exemples-là en ressources intermédiaires montrent bien comment il y a un cadre de soins de santé qui peut déjà prédéterminer un peu ce que les gens vont faire comme choix alimentaire. Ce qui va être différent de ce que vous et moi, on fait quand on rentre chez nous. Il n'y a personne qui vient vraiment prédéterminer les choix alimentaires qu'on va faire dans notre domicile. Donc, on bénéficie quand même d'une certaine liberté de choix. C'est drôle parce qu'avec toutes les considérations que tu as ajoutées, là on parlait de nutritionnisme au début, mais là on voit qu'il faudrait peut-être changer le mot nutritionniste dans ce cas-là parce qu'on parle pas uniquement de nutrition, mais d'une panoplie d'aspects liés à l'alimentation, donc peut-être des alimentationnistes, je sais pas, mais on dirait qu'on est en train de faire une espèce de révision de c'est quoi le travail d'un nutritionniste est-ce que ce serait plutôt de redonner comme une espèce de capacité à la personne à pouvoir maximiser l'effet que la nourriture a sur sa vie, non pas simplement d'un point de vue nutritionnel, mais sur tous les autres aspects, qui seraient plus individuels, qui seraient centrés sur les besoins de la personne et non centrés sur les données scientifiques qui fait qu'on en arriverait à une nutrition optimale pour la santé d'une personne. Donc, il me semble qu'il y a une espèce de renversement là, important que tu es en train de nous faire là, dans ta description de ce serait quoi le travail de nutritionniste au fond. En fait, j'allais poser presque la même question, mais sur le soin en général. Dans la description que tu nous donnes, tu nous fais comprendre que le soin, surtout reçu dans des contextes de soins de longue durée, soins palliatifs, c'est pas uniquement la prise en charge des besoins physiologiques. Puis même, ça risque d'être potentiellement maltraitant si on en reste strictement à la prise en charge des besoins physiologiques, même si spontanément, c'est la première définition qu'on donne du soin, prendre soin des besoins physiologiques d'une personne. Donc, mais c'est ça, c'est comme là, Kevin posait la question, mais pour le métier de nutritionniste, mais voilà. Ça l'a évoqué exactement la même chose chez moi quand Kevin a posé sa question en me disant que c'est la conception générale du soin dont on peut parler parce que donner des soins de santé, j'ai l'impression, je ne suis pas un historien ni un philosophe de la médecine de manière consacrée, mais je pense qu'on a vu beaucoup dans les dernières années à quel point on s'est tourné vers la science puis vers les données probantes pour donner une certaine solidité
aux recommandations qu'on faisait pour des raisons de santé. Puis c'est ce qu'on a fait en nutrition aussi, hein. Moi, j'ai étudié mon bac en nutrition à l'Université Laval, puis on voyait dans les corridors les vieux encadrés des finissants de l'ancêtre du programme de nutrition, qui est un programme qu'on disait de sciences domestiques. Donc, c'était pas nécessairement la thérapie ou le traitement médical par l'alimentation, c'était plus, disons, comment bien faire à manger, puis comment être un bon domestique. C'était l'ancêtre de ces programmes-là. Ça s'est transformé tranquillement pour devenir des programmes de nutrition. Mais on se rend compte que la nutrition, on a voulu se donner beaucoup de crédibilité en disant, attendez, l'alimentation, ça peut être aussi sérieux qu'un médicament ou qu'une chirurgie. On peut l'étudier. Il y a des aspects scientifiques associés aux molécules dans les aliments, puis on va être capable de tracer une ligne entre le vrai et le faux, entre la bonne connaissance puis la mauvaise connaissance ou la bonne croyance, la mauvaise croyance. Puis c'est vrai parce qu'on en génère des données sur l'alimentation. Puis c'est vrai qu'on est capable d'établir des relations entre, je dirais pas des aliments, c'est un peu trop spécifique, mais disons des patterns ou des patrons alimentaires, puis la survenue de certaines conditions de santé ou encore l'adoption de certaines modifications alimentaires, puis le rétablissement de certaines conditions de santé. Donc, on les a, les données. On spécule pas sur du vide. On a vraiment des connaissances qui sont solides en matière d'alimentation. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui résident dans l'application. Donc, il y a beaucoup qui va jouer dans l'application des recommandations sur comment on le fait. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de zones grises en matière d'alimentation parce que si je prends un exemple banal, rarement on peut utiliser l'alimentation avec la même objectivité puis neutralité scientifique qu'on le fait par rapport à un médicament, où on peut donner un placebo, où on est capable de contrôler tous les paramètres. L'alimentation, c'est tellement lié intimement à des pratiques quotidienne, a aussi une conscience immédiate de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans notre bouche, qu'on ne peut pas faire des études en laboratoire fermées avec des placebos pour pouvoir contrôler la différence des résultats qu'on va avoir. Donc, il y a une spécificité à la nutrition qui nous force à nous ramener à, oui, ça peut être l'objet d'une science, mais ça ne sera jamais que ça. On ne peut pas s'en limiter à ça. Mais comme je disais plus tôt, mais c'est ça pour les soins de santé en général. Plus on considère les soins de santé ou plus on considère la médecine seulement par, disons, la lucarne des sciences fondamentales, mais plus on est en train de passer à côté d'un élément essentiel qui fait le soin, qui est la relation humaine, qui est la relation d'aide, qui est l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup ça dans la perspective avec laquelle moi je vois le travail de mes confrères, de mes consoeurs en nutrition. Puis encore, je veux me montrer le plus humble possible parce que c'est pas mon travail, moi, depuis des années, d'être nutritionniste diététiste. Mon travail est vraiment d'être conseiller en éthique, même si j'ai la même formation qu'eux. Mais dans le travail que mes confrères et consoeurs font en nutrition, il me semble qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... C'est pas seulement une question de déterminer la bonne alimentation par rapport à l'état du patient, mais c'est une question de toujours être dans la zone grise puis mesurer où est-ce que le patient est prêt à aller, puis où est-ce que ce qui est proposé comme étant le meilleur régime ou la meilleure diète pour sa condition de santé, où est-ce que ça va apporter un fardeau qui est peut-être trop grand pour cette personne-là, parce que ça va modifier son style de vie, ça va modifier le plaisir qu'il a quotidiennement à son alimentation, puis où est-ce qu'il faut juste procéder à un exercice de rebalancement des considérations, puis où la personne va offrir un consentement tout simplement qui va être plus éclairé à dire, mais voici les changements alimentaires que j'ai été prêt à faire, parce que c'est des changements qui, vraisemblablement, vont être significatifs pour améliorer ma santé. Voici ceux que je pourrais faire, mais que j'en ai vraiment pas envie parce que ça pose un fardeau sur d'autres dimensions de ma vie. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, puis c'est ça la vraie nature de mon consentement à un soin nutritionnel. Puis en même temps, ça n'enlève pas le fait que le temps passe, qu'on peut commencer par des changements, puis qu'on peut finalement revisiter un peu sa situation, qu'on peut même, ce que j'ai vu aussi à l'occasion dans des cas de personnes qui sont dysphagiques, prendre une première décision où on refuse les modifications alimentaires parce qu'on est encore, disons, frustré de notre situation de santé, puis frustré des changements qu'il faudra apporter. Puis finalement, on a un épisode de soins dû à une pneumonie, on a un épisode de soins dû à un étouffement, on passe près d'un arrêt cardio-respiratoire, on se fait réanimer, puis c'est suite à ça que
vraiment, on est prêt à incarner le changement parce qu'on a vraiment vécu, on ne s'est pas juste fait projeter. Si tu fais ça, il va t'arriver telle affaire. C'est un peu distant, c'est un peu impersonnel. Mais là, quand on vit une conséquence de santé, là, soudainement, on se dit, bon, ben, j'ai pas le choix. J'ai vraiment eu peur cette fois-là. Puis là, ça me donne vraiment la motivation de changer. C'est correct. C'est pas un tort en soi. Des fois, on voit comme un tort quelqu'un qui banalise les risques pour sa santé, mais des fois, c'est tout simplement qu'on a besoin d'avoir un contact réel avec ces risques-là pour qu'on ait une vraie motivation à changer. Fait que je trouve que ça souligne encore plus à quel point le travail des professionnels de la santé, mais c'est un travail de relation, c'est un travail d'accompagnement. Faut pas toujours espérer que on a les résultats immédiatement, puis que les gens vont changer de comportement aussi immédiatement. On n'est pas dans une logique où on est problème, solution, puis résultat, puis on passe au suivant. On est vraiment dans une dynamique où on danse un tango à deux. On cherche à trouver des pistes d'intervention qui ont une valeur ajoutée pour la qualité de vie des patients. Donc, on parle justement des différents aspects autres que médicaux à la nutrition dans le cadre de l'alimentation qu'on donne dans les institutions de santé. Puis, tu nous as très bien fait comprendre pourquoi c'était vraiment capital pour donner des bons soins, pour développer une bonne relation entre soignants et patients, de justement envisager la nutrition dans toute sa complexité. Mais on peut penser que c'est important aussi pour les personnes en dehors des institutions de soins, pour monsieur, madame, tout le monde, les personnes qui nous écoutent en ce moment, parce que depuis, en fait, on est de plus en plus sensibilisés justement à l'aspect très médical, très santé de notre alimentation. Moi, je me souviens là, quand j'étais au primaire, il fallait qu'on avait le défi 5 fruits et légumes par jour. Il fallait qu'on dessine tous les fruits qu'on mangeait. On apprenait le guide alimentaire canadien. Donc, on est très, très tôt sensibilisés à voir dans l'alimentation bien des vitamines, du gras, des protéines, du calcium, à repérer justement, c'est ça, avoir une approche très scientifique à notre alimentation. Puis on peut penser qu'il y a de très bonnes raisons pour éduquer la population en ce sens, mais on peut se demander justement si c'est important de regarder la nutrition dans toute sa complexité dans le cadre des institutions de soins. Ça peut être important de le faire dans notre vie de tous les jours aussi, de ne pas voir dans nos aliments qu'un ensemble de nutriments, de molécules, mais de se rappeler qu'il y a tout ça. Puis on peut penser aussi que c'est doublement important dans le cadre, dans le contexte où bien déjà, on trouve toutes sortes d'informations sur Internet, puis dans le contexte aussi où les personnes peuvent développer des troubles alimentaires à force d'avoir une approche trop médicale peut-être de leur alimentation, à perdre plaisir dans le fait de manger dans le meilleur des cas, puis à développer des troubles alimentaires dans le pire des cas. J'imagine qu'en tant que nutritionniste, c'est des enjeux auxquels tu as pensé. C'est peut-être, encore une fois, quand tu nous as dit ce qui t'intéressait à réfléchir à l'éthique, il y avait peut-être de ça aussi dans tes premières questions. Là. Comment est-ce que je dois dire aux gens de manger? Qui suis-je pour faire ça? Peut-être qu'il y avait cette préoccupation-là que tu avais en tête. Qu'est-ce que tu penses de notre tendance justement à approcher de façon très médicale la nutrition en tant que non professionnel, puis dans la vie de tous les jours? C'est une bonne réflexion parce que l'expression qui m'est venue en tête soudainement, c'est des fois en santé, on a des expressions qui sont déjà préformatées, hein, puis qu'on sort d'un trip. Là, j'ai pensé préoccupation excessive à l'égard du poids. Donc, c'en est un élément pour lequel on a mis beaucoup les projecteurs dans les dernières années en disant, on a tellement pointé du doigt le surpoids, l'obésité, qu'on a engendré chez certaines personnes une préoccupation excessive à l'égard du poids. Puis je pense qu'on pourrait parler d'une préoccupation excessive à l'égard de l'alimentation aussi pour plein de personnes. Puis pour ça, pas besoin d'avoir une condition de surpoids ou d'obésité. C'est intéressant parce que si on s'inscrit dans une logique utilitariste, on a des interventions de santé publique pour bénéficier le plus grand bien pour le plus grand nombre. Mais on se rend compte qu'on se retrouve avec des sous-groupes de population qui vivent des effets pervers de ces interventions-là de masse, notamment en santé publique. Puis là, on a des gens soudainement ils développent des préoccupations excessives à l'égard du poids ou par rapport à l'alimentation, des troubles d'orthorexie, par exemple. Donc, ça nous remet un peu au visage notre manière de livrer des messages par rapport aux propriétés santé de l'alimentation notamment, mais également aux dimensions santé de différentes habitudes de vie. On peut rentrer là-dedans le tabac, le sommeil, l'activité physique. Donc, tout ce qui est vraiment en lien direct entre les habitudes de vie puis
le développement de certains problèmes de santé. Mais c'est un élément de réflexion qui est vraiment important puis qui est vraiment constant, notamment dans la pratique là, des diététistes nutritionnistes, parce qu'il y a toujours cette juste mesure-là à voir à quel point l'information concernant l'alimentation peut devenir trop d'informations. Parce que pour la majorité des personnes, se préoccuper, par exemple, du niveau de vitamines ou de minéraux des céréales qu'ils mangent le matin quand on est déjà en bonne santé, c'est pas très pertinent. Ça serait avoir une préoccupation à l'égard de certains détails de l'alimentation qui n'ont aucune pertinence pour quelqu'un qui n'a pas un problème de santé spécifique à, par exemple, certaines vitamines ou certains minéraux. Ça devient pertinent, par exemple, quelqu'un qui a une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, qui doit regarder certains paramètres de son alimentation parce que là, ça a une pertinence pour sa condition de santé, mais ça l'est beaucoup moins pour la population générale. C'est là que ça devient un peu difficile de voir des fois des personnes qui se préoccupent de sujets très, très pointus, qui vont lire les étiquettes nutritionnelles en disant oui, mais là, quand on dit 10% de mes apports en fer, qu'est-ce que ça dit? Mais ça pose la question d'abord, ben, est-ce que tu souffres d'une condition, par exemple, comme de l'anémie, qui fait en sorte que tu devrais te préoccuper de ta consommation en fer? Si la réponse est non, après ça, on devrait tomber dans des messages, disons, de premier ordre, des messages qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à adopter. Puis c'est pour ça que de plus en plus dans les dernières années, on voit que les diététistes nutritionnistes ont eu le souci de modifier leur message un petit peu. Au lieu d'avoir des messages très spécifiques sur le nombre de grammes de sucre ajoutés dans les aliments qu'il faudrait limiter, le nombre de grammes de gras trans qu'il faudrait limiter, les messages ont eu l'air peut-être moins scientifiques, mais ils sont beaucoup plus efficaces en matière de soins nutritionnels puis de soins de santé parce qu'on a dit, ben, manger diversifié. Découvrez des nouveaux aliments. Apprenez à cuisiner des nouveaux mets que vous n'avez jamais cuisinés. Mangez en famille. Mais c'est des messages qui ont une vraie résonance scientifique parce qu'on a démontré qu'il y a un intérêt à considérer l'alimentation, comme on le dit plutôt, autant dans son aspect nutritionnel que dans son aspect, ses autres dimensions sociales, psychologiques, et que ça prend vraiment beaucoup d'importance de développer un certain bien-être, un certain épanouissement par rapport à l'alimentation, et que quand on n'a pas une condition clinique qui prédispose à certains problèmes avec le métabolisme de certains nutriments spécifiquement, ben, on gagne à avoir des messages qui sont beaucoup plus simples, qui misent davantage sur le bien-être. Mais ces messages-là, moi-même, je suis conscient que pour bien des gens, ça donne l'impression que la nutrition manque de science parce qu'on dit, ben, on donne quasiment l'impression d'une balade dans un pré rempli de fleurs. Soyez bien avec votre alimentation, mangez diversifié, découvrez comment cuisiner votre artichaut ou votre chouquel. Mais le point là-dedans, c'est en fait, si vous n'avez pas de problème de santé, mangez diversifié, ayez du plaisir à manger, goûtez vraiment les aliments. Parce que l'inverse, ça serait s'empiffrer, manger plus que ce qu'on a vraiment besoin, ne pas écouter ses signaux de faim, satiété. Donc, c'est des messages qui deviennent vraiment importants pour rappeler aux gens de ne pas développer des préoccupations puis des obsessions excessives à l'égard de l'alimentation, mais spécifiquement à l'égard des aspects nutritionnels de l'alimentation. Et là, si on ramène ces espèces de considérations-là, le général et par rapport à la nutrition lorsqu'on donne des soins de santé, toi qui sembles avoir beaucoup cheminé depuis ton bac que tu as fait comme nutritionniste, qu'est-ce que tu voudrais apporter comme changement qui devrait peut-être être fait à cette éducation-là qui est faite aux nutritionnistes pour peut-être avoir quelque chose qui soit peut-être un peu différent de ce qui est vu en ce moment par rapport au juste seulement qui est centré uniquement sur les besoins nutritionnels? Ben là, c'est sûr que je prêche à deux convertis, à deux animateurs convertis à l'éthique, parce que c'est un balado sur l'éthique, forcément. Mais moi, le fait d'étudier en éthique, puis le fait de travailler en éthique aujourd'hui, puis d'être constamment préoccupé, puis stimulé intellectuellement par des enjeux éthiques, par des considérations d'éthique, ça fait en sorte que quand je regarde par où je suis passé dans le programme de nutrition, mais je pense qu'on pourrait en parler pour n'importe quel programme d'études en santé. Ça donne le goût d'y retourner dans ces programmes-là puis de dire, attendez, vous avez échappé un peu le développement du savoir-faire puis du savoir-être.
parce qu'on parle souvent de ces trois dimensions-là, le savoir lié à la connaissance en soi, la connaissance scientifique notamment, le savoir-faire, le savoir-être. Mais pour moi, il y a beaucoup qui se joue dans la relation de soins par rapport au savoir-être et au savoir-faire. Puis pour aider à développer ces registres de compétences-là, il me semble que l'éthique offre une matrice de réflexion qui est vraiment intéressante pour nos soignants de demain. Donc c'est sûr que moi, dans les dernières années, ça a stimulé beaucoup l'envie chez moi de retourner dans les programmes de nutrition, d'aller voir mes anciens professeurs puis de dire, mais est-ce que vous avez pensé à enseigner davantage d'éthique? Parce qu'il me semble que quand j'ai passé dans ces programmes-là, on parlait beaucoup du cœur du sujet qui était les aspects scientifiques de l'alimentation. Oui, il y avait d'autres choses. Il y avait des cours de psychologie, il y avait des cours, par exemple, bon, dans mon cas, de gestion de services alimentaires. Donc, on développait quand même d'autres compétences, mais ça donnait toujours l'impression, il y avait une espèce de culture où finalement, c'était d'autres compétences, mais pour nous ramener à l'exercice du cœur principal, qui est la considération scientifique. C'est comme si on évoluait finalement dans un paradigme qui était déjà très fort en fonction des considérations scientifiques. Donc pour moi aujourd'hui, travailler sur ça, travailler sur la sensibilité éthique des gens qui vont demain être les professionnels de la santé, ça devrait commencer immédiatement sur les bancs d'école. On devrait déjà ramener ces questions-là. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, en nutrition qui sont déjà très sensibilisés par rapport aux considérations environnementales parce que ça dépasse le cadre professionnel, mais on ne peut pas éviter la question de dire mais mes recommandations alimentaires que je vais donner, quels impacts ils ont sur la production de déchets, par exemple, ou le gaspillage alimentaire, qui deviennent des considérations environnementales vraiment importantes puis préoccupantes pour nous tous à titre de citoyens, mais dont pour les professionnels de l'alimentation qui sont aussi des citoyens. Puis là, ça soulève d'autres questions éthiques qui sont super intéressantes à approfondir, à quel point on doit modifier l'alimentation pour notre propre santé quand ça se fait au détriment de la planète qui elle-même sert de matrice pour pouvoir faire de l'agriculture puis nous renourrir. Donc pour moi, de pouvoir parler d'éthique davantage, que ce soit autant dans les exemples les plus cliniques dont on discutait en début d'entretien ou sur d'autres dimensions, c'est une manière de faire en sorte que nos nutritionnistes de demain ou n'importe quel autre professionnel de la santé là, de l'avenir soient des professionnels qui soient simplement plus compétents, qui soient des professionnels qui posent des gestes de plus grande qualité. Excellent. Ben, c'est vraiment une super réponse parce que comme ça, les programmes de nutrition vont pouvoir commencer avec le balado qu'on enregistre en ce moment et par justement là, tes exposés très complets sur énormément d'enjeux éthiques qu'il y a autour de la question de la nutrition. Alors, bien, on va te remercier, Hugues, d'être venu aujourd'hui avec nous parler de ces sujets. Ça a été vraiment là, très bien vulgarisé pour nous qui sommes néophytes, ben, pas dans le domaine de l'éthique, mais dans le domaine de la nutrition cette fois-ci. Ben, c'est ça, comme je le mentionnais, tu as pu nous faire comprendre les enjeux aussi cliniques et très délicats, presque tabous de l'arrêt de la nutrition, comme des enjeux les plus quotidiens, les plus proches de nous, comme les choix qu'on fait au quotidien pour faire nos régimes alimentaires. Alors, on a trouvé ça passionnant, puis on est certain que nos auditeurs et auditrices aussi. Merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. Puis, comme je vous ai déjà dit, hors des ondes, j'étais déjà un fan de votre balado, donc c'était juste un immense honneur pour moi de pouvoir y contribuer comme d'autres ont fait avant moi. Merci. Merci beaucoup, Hugues.